Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu du match de demain qui arrive, Barça-Brest. Qui l'eût cru qu'un jour on jouerait contre le Barça? Nous qui sommes tous brestois dans notre cœur. Avant match les amis, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le Barça qui va jouer contre Brest, le stade brestois, 29. C'est magnifique, c'est un peu mes origines bretonnes qui font surface. J'ai l'impression d'être submergé par les émotions, par toute mon enfance passée sur la plage. Les plages bretonnes, c'est pas les plages du sud les amis. C'est pas les plages de Barcelone, hein. C'est pas les mêmes plages quoi. Niveau des températures, c'est pas exactement la même chose. Mais voilà, Brest qui est en Ligue des Champions déjà, c'est déjà quelque chose d'assez incroyable je trouve. Mais en plus de ça, qui fait un bon parcours en Ligue des Champions les amis. Nos amis brestois qui font un très bon parcours. On a l'impression un petit peu que c'est un peu le dernier petit village, vous savez, des irréductibles gaulois qui résiste encore et toujours à la moisissure. Donc qui va jouer le rôle d'Astérix et Obélix, je n'en sais rien. Mais bon, en tout cas le Barça s'apprête à affronter une sacrée petite équipe de Brest qui va pas se laisser faire tout simplement. Brest qui n'a pas perdu un seul match pour le moment en Ligue des Champions. Alors il y a un Brest Ligue des Champions, mode Ligue des Champions, et il y a un Brest Ligue 1. J'ai l'impression qu'ils donnent tout ce qu'ils ont à donner, ils le donnent en Ligue des Champions. Pour la Ligue 1, c'est sûr que c'est un petit peu différent. Ils restent sur 3 derniers matchs, 3 défaites. Ils ont perdu contre Monaco, leur dernier match là ce week-end, 3-2. Et avant la trêve, bon, nous on avait perdu 1-0 contre la Real Sociedad, et eux ils s'étaient fait éclater. Ils ont perdu 3-1 contre Montpellier. Si je ne m'abuse, Montpellier qui est dernier de Ligue 1 actuellement. Donc Brest, au niveau du classement de Ligue 1, c'est pas fameux. Ils sont 12e, comme je l'ai dit, ils restent sur 3 défaites. Puis après, ils avaient gagné un peu avant, et puis avant, il y avait eu un nul. Donc c'est assez compliqué pour eux. En 12 matchs, ils ont mis 16 buts et ils ont encaissé 22 buts en Ligue 1. Mais en Ligue des Champions, c'est un petit peu différent. Brest qui est 4e au classement, qui n'a pas perdu un seul match. Et en plus de ça, 4 matchs, 3 victoires, un match nul. Un match nul contre le Bayer Leverkusen, s'il vous plaît. Donc ce n'est pas rien, il ne faut pas minimiser non plus ses performances. Certes, Brest, ça reste une équipe qui n'est absolument pas favori. Je veux dire, s'il y a un favori dans ce match-là, c'est évidemment le Barça, même si le Barça en ce moment, on sait que c'est compliqué. Il y a une baisse de forme conséquente. Physiquement, l'équipe est beaucoup moins d'intensité et beaucoup moins agressive et je veux dire à fond, on va dire tout un match. Souvent on débute assez bien les matchs, ça va au début, puis après petit à petit ça commence à se relâcher dans le pressing, c'est manque de concentration, manque de je ne sais quoi, mais petit à petit le Barça s'éteint un petit peu dans les matchs quand il y a en face, quand il y a du répondant, quand il y a du pressing, quand c'est agressif, tout ça, le Barça a tendance à s'éteindre un petit peu sur les derniers matchs. Bon, ce n'est pas la fin du monde, il y en a qui pensent déjà limite, en tout cas c'est l'impression que ça donne, il y en a, on dirait qu'on est en crise, à la rue totale. Alors qu'on reste premier au classement pour le moment de Liga. Certes, le Real a rattrapé un petit peu son retard sur nous. Voilà, on les avait battus il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, on peut se rappeler aussi qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Le Barça, c'est en une semaine, on a éclaté le Bayern et le Real. Comme je l'avais dit à ce moment-là, c'est très bien. Et on peut le célébrer, on peut fêter tout ce qu'on veut. Parce que c'est des gros matchs qu'on a gagnés, des grosses affiches. Et ça montre aussi que ce Barça-là, il est capable d'écraser n'importe qui, on va dire. Mais ça ne veut pas dire que le Barça a tout gagné et c'est bon. On a gagné contre le Bayern et contre le Real en une semaine, c'est bon, on est champion, on a gagné Ligue des Champions, on a fait le triplé. Non les gars, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire certaines choses, mais ce n'est pas fini. La saison, elle est clairement pas finie. Elle est encore très longue et il faut réussir à répéter ces performances-là tout au long de la saison. C'est ça le plus dur de toute façon. Le plus dur, c'est pas de gagner contre le Real ou contre le Bayern sur un match. Le plus dur, c'est de reproduire ces choses-là tout au long de la saison, le maximum possible, quoi. Maximum de fois possible. Donc Brest, au final, en Ligue des Champions, ils sont devant nous. Ils sont 4e, nous on est 6e. On a l'occasion de repasser devant, évidemment, de grimper encore un petit peu plus au classement parce que on joue contre nos concurrents directs. Et oui, et oui. Donc si on bat Brest, eh bien on va passer devant eux, donc on va au moins gagner une place au classement. Donc c'est déjà assez positif. Je rappelle, les 8 premiers se qualifient directement en Ligue des Champions. Pour le moment, on est dans les 8 premiers, on est 6e, mais c'est très serré et il y a encore pas mal de matchs compliqués, des matchs contre Dortmund, des matchs contre Benfica, des matchs contre l'Atalanta. Il n'y a pas que des matchs, on va dire, faciles. Contre Brest, on peut considérer que c'est un match plutôt facile, même
aussi. Brest, il faut pas les sous-estimer, évidemment, on dit à chaque fois ça, mais il faut pas sous-estimer ses adversaires. Et c'est ce qu'il a dit, Inigo Martinez, en conférence de presse. Il a dit, on va pas se croire beaucoup plus fort qu'eux, on va dire, parce que ça serait, ce serait une mauvaise chose, parce que croire que tu vas gagner facilement, ça te met dans une position où tu vas jouer de manière comme si c'est bon. Peu importe, si tu marches sur le terrain, tu vas gagner. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis Brest, même s'ils sont pas favoris, même si c'est une équipe beaucoup plus petite, on va dire, que le Barça, ça reste une équipe qui est pas facile à jouer. Le Bayer Leverkusen peut en témoigner. C'est une équipe qui n'a pas peur de presser assez haut au final. J'ai vu un peu le match contre le Bayer Leverkusen et bon, alors certes, ils se sont fait un petit peu éteindre, on va dire, mais à partir du moment où ils ont encaissé le but, il y a eu un bloc beaucoup plus haut, ils sont allés chercher les défenseurs, les presser haut, ils ont essayé d'être un petit peu plus agressifs, ils ont des joueurs qui sont très physiques aussi, un peu à l'image de Monaco, vous savez, où physiquement dans les duels, ça va répondre présent, donc il faudra être solide. Voilà, et puis ça défend en bloc, au niveau de l'agressivité, de l'intensité, ils mettent ce qu'il faut aussi pour avoir cette densité, ce bloc assez compact et ne pas se faire ouvrir dans tous les sens, quoi. Donc même s'il y a moins de talent à Brest, ça se passe aussi un petit peu dans la tête. C'est des matchs de Ligue des Champions et il faut en Ligue des Champions se transcender. Et c'est ce qu'a fait Brest depuis le début de la Ligue des Champions. Même si, certes, quand on regarde leur victoire, c'est contre des petites équipes, c'est pas contre les plus grosses équipes non plus. Mais voilà, comme je l'ai dit, le résultat face au Bayer Leverkusen, ce n'est pas anodin non plus, c'est quelque chose. Maintenant, il y a quelque chose d'assez négatif pour eux, c'est l'absence de Lesmelou, j'adore son nom, Pierre Lesmelou je crois, qui sera absent, qui est un peu l'homme fondamental de cette équipe de Brest, le milieu de terrain, celui qui récupère le plus de ballons, qui tacle le plus, c'est un peu, ouais, c'est le leader de cette équipe, quoi. Donc forcément, son absence va peser dans la balance, je pense, et c'est sûr que Brest sera moins bon collectivement quand un joueur aussi fondamental au milieu, un petit peu ton leader du milieu de terrain, ton cerveau de l'équipe ou quoi, quand il est pas là, évidemment ça marche un petit peu moins bien. Alors ça veut pas dire qu'ils vont être catastrophiques, mais forcément que ça va jouer, c'est quelque chose de négatif pour eux, c'est évident. À l'image de l'absence de Lamine Yamal pour nous, qui est quelque chose de négatif aussi. Pour ce match, on ne pourra pas compter sur Baldé. Hansi Flick l'a dit en conférence de presse, il a dit que Baldé, voilà, ils avaient testé, tout ça. Mais au final, il a dit demain ça ne sera pas le cas, il n'est pas prévu dans les plans. Donc là, si il n'est pas prévu en tant que titulaire ou pas prévu tout court, je pense qu'il sera quand même sur le banc. Logiquement, j'ai pas vu si la convocation est sortie, mais du coup, je pense que il a dit, il sera pas titulaire. À voir en cours de match. Il y a le retour aussi d'Eric Garcia. Eric Garcia qui pourrait faire souffler aussi un petit peu Casado. Casado qui a pris un rouge dans le dernier match, donc qui sera absent ce week-end contre Las Palmas. Ce qui serait bien, c'est de donner un peu quelques minutes pour Eric Garcia et potentiellement voir Eric Garcia titulaire à ce poste-là de 6 contre Las Palmas. Lui qui était le remplaçant de Casado ou de même Bernal en début de saison à ce poste de pivot. Il a fait plutôt des bons matchs, donc ça aurait été bien qu'il soit un petit peu en forme et pourquoi pas le voir titulaire. Je sais pas s'il sera prêt, mais on verra. Enfin bref, on va passer tout de suite à la composition d'équipe, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain. Hector Fort qui prend la place de Baldé. Je sais que tout le monde a envie de voir Gérard Martin. Vu qu'il a joué la dernière fois, il a fait un gros match excellent, mais il a tellement donné que j'aimerais bien le voir dans les tribunes si possible. Donc je mettrai Hector Fort, titulaire à gauche, Koundé à droite, Koubarsi, Nigo dans l'axe, Peña, Casado, Pedri, Olmo au milieu, Rafinha à droite, Lewandowski et Fermin Lopez dans ce rôle d'ailier intérieur du jeu. Donc on sait que personne ne peut remplacer, disons, parfaitement Lamine Yamal, on le sait. Franchement, dans le dernier match contre le Celta Vigo, Rafinha il a fait plutôt le job, même si il n'a pas forcément étiré cette défense. Vous savez, on en a déjà parlé, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui étire un petit peu cette défense. D'habitude, c'est Lamine Yamal qui a tendance à coller la ligne et par moment après rentrer quand Koundé monte. Et ça serait bien que Rafinha fasse à peu près la même chose dans le positionnement qui colle la ligne, puis ensuite ils viennent chercher un petit peu dans l'axe. À voir. La dernière fois, on a testé Dani Olmo à ce poste-là, au poste de Fermin Lopez. Il a joué faux ailier gauche, on va dire, ailier intérieur. C'était assez mauvais dans le sens où il n'a clairement pas la même importance. Il fait pas du tout les mêmes différences. Il est beaucoup moins à l'aise en étant à ce poste-là. C'est étonnant, mais c'est comme ça.
Moi je pensais qu'il pourrait le faire, mais en tout cas contre le Celta ça n'a pas fonctionné. Peut-être que c'était juste contre le Celta, j'en sais rien. Mais du coup, c'est pour ça que j'aimerais bien le voir au milieu, un petit peu libre, tu vois, qui se balade un petit peu partout, comme il le fait d'habitude quand il est à ce poste-là. Il y en a qui vont appeler ça un poste de numéro 10. Bon, il n'est pas forcément numéro 10 parce qu'il se retrouve la plupart du temps dans cette zone de demi-espace droit, alors que Fermin Lopez là, c'est pas comme si Dani Olmo restait vraiment dans l'axe. Il se balade un peu partout. Bon, voilà. Pourquoi pas échanger entre Rafinha, Olmo, Fermin des fois. Toujours avoir un petit peu ce mouvement entre les joueurs, tout simplement. Pedri un petit peu plus bas. La dernière fois, c'est pas qu'il a joué trop haut parce que franchement, c'est pas le cas. Je vais vous afficher à l'écran là, la dernière fois, son positionnement face au Celta Vigo et on voit, bon, déjà on voit que Gavi est limite plus bas que Casado. C'est la passe map que je vous montre. Et Pedri, on le voit dans la zone de Rafinha. Et c'est ce que je vous disais dans l'analyse d'hier. Si vous l'avez vu, vous avez dû entendre que je vous ai dit que Pedri, de temps en temps, le problème qu'on avait, c'est pas que Pedri jouait en 10 parce que c'était pas le cas, mais c'est que Pedri avait tendance à se retrouver un peu dans le couloir des fois et à prendre la place de Rafinha. Et c'est ce qu'on peut vérifier dans cette passe map là, c'est que Pedri se retrouve quasiment au poste de Rafinha, très proche de lui parce que la plupart du temps il l'échangeait, Rafinha qui rentrait dans l'axe et Pedri se retrouvait dans le couloir et tout ça. Donc il s'est beaucoup retrouvé dans cette zone là, alors que Olmo d'habitude est beaucoup plus proche de Lewandowski par exemple, beaucoup plus haut sur le terrain. Donc Pedri n'avait pas forcément le même poste que peut l'avoir Olmo d'habitude. Gavi qui était assez bas à côté de Casado, donc on va dire, si on voulait appeler ça un double pivot, ben, on dirait que oui, il y avait un double pivot Gavi-Casado. Mais en l'occurrence, Pedri n'avait pas forcément un rôle beaucoup trop haut. C'était surtout qu'il était beaucoup trop excentré. Donc un Pedri de retour au cœur du jeu, qui nous fera du bien, à côté d'un Casado qui, dans tous les cas, sera absent pour le match de ce week-end, donc autant le mettre là. Hector Fort qui prendra le couloir, évidemment, avec, hop, une sorte de, je sais pas si on aura besoin d'une défense à 3 ou quoi par moment, mais évidemment un Koundé assez hybride qui peut-être quand on sortira le ballon sera un peu plus bas, et puis après quand il faudra vraiment attaquer, on espère le voir un petit peu plus haut sur le terrain parce qu'on sait que Rafinha va forcément rentrer dans l'axe et ne tiendra pas ce couloir là, donc à Koundé aussi de monter, de proposer pour étirer cette défense et attirer ce latéral-là, libérer un petit peu ses coéquipiers tout simplement. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de ma petite composition d'équipe toute mignonne. Je sais pas ce que vous pensez de ma petite vidéo toute mignonne. Mais moi ça me fait plaisir. Enfin je trouve ça pas mal disons. Comme compo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent voir Gérard Martin, mais je sais qu'il y a énormément de fans de Gérard Martin. Désolé pour cela, mais moi je préférerais quand même voir Hector Fort. Je trouve qu'il a montré de belles choses en 45 minutes quand il est rentré, assez offensif. Il a proposé des choses, il a un peu plus créé, il a peut-être même récupéré plus de ballons, il a fait plus de passes clés, on va dire. Il a créé des bonnes passes. Maintenant, ce n'est que Hector Fort, disons, et il ne faudra pas attendre de lui qu'il fasse des différences monstres. C'est un joueur qui joue pas énormément. C'est un joueur aussi qui, la plupart du temps, ne peut pas jouer des matchs entiers parce qu'il est cramé assez rapidement, disons. Il n'a pas une endurance folle, en tout cas actuellement. Après, peut-être, on verra dans sa carrière s'il arrive à s'améliorer dans ce domaine. Mais à l'instant T, on va dire, c'est pas un joueur qui a énormément d'endurance. Au bout d'un moment, tu le sens un peu plus fatigué. Donc forcément, en cours de match, il faudra qu'il soit remplacé. Peut-être par le GOAT. Et du coup, j'aimerais voir quand même Eric Garcia avoir quelques minutes, comme je l'ai dit. Gavi, je sais pas, il a beaucoup joué, donc est-ce qu'il aura peut-être 5-10 minutes, un petit temps de jeu, histoire d'eux, mais je pense pas énorme. Frenkie de Jong aussi, peut-être le revoir un peu plus. Faut qu'il prenne le rythme aussi. Je sais que Frenkie de Jong est beaucoup critiqué, mais faut qu'il reprenne un peu confiance en lui, qu'il soit un peu plus en forme, un peu plus dans le rythme, pour qu'il apporte. Pour pas qu'il nous fasse des rentrées où il est en demi-teinte, on va dire, il est pas dans le match, tout ça. Non, il faut qu'il rentre normalement et qu'il apporte du peps à cette équipe, tu vois, un peu de fraîcheur physique, qu'il envoie un peu. Et pas qu'il rentre un peu en trottinant, tout ça. Donc pour ça, il faut qu'il joue aussi, qu'il prenne le rythme, tout simplement. Après, on va voir. Bientôt, il y aura Ronald aussi. Je crois qu'il est de retour à l'entraînement. Je pense pas qu'il soit convoqué. Comme je l'ai dit, j'ai pas vu si la convo est sortie pour demain. Je pense pas qu'il soit convoqué là dès maintenant. Ronald, ça me paraît un peu tôt. Il a à peine repris l'entraînement de groupe. Mais dans pas longtemps, dans les prochaines semaines, Ronald devrait faire son retour. Et ça permettra aussi à certains de souffler. Des joueurs comme Inigo Martinez ou Kubarsi qui n'ont pas l'occasion de beaucoup souffler, bah, ils auront cette occasion-là. Et c'est pas plus mal. Collectivement, il faut aussi pouvoir faire tourner de temps en temps, utiliser un petit peu plus de joueurs pour avoir cette forme-là qu'on a dit, cette
cette régularité, cette constance dans le pressing, la qualité de pressing, l'intensité qu'on met. Il faut avoir cette constance-là toute la saison, tu vois. Et pour ça, il faut des doublures. Ce serait pas mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, les amis, pour l'avant-match en live 1 heure avant le match. Et puis ensuite pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. À demain. Ciao, ciao.